Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 14h42, l'émission d'Arrêt sur Image et Next Impact où on parle d'Internet, du numérique, etc. Aujourd'hui, on accueille Laurent Chemla et Eric Walter pour une tribune que vous avez publiée dans Libération début mai qui s'appelle « Internet, les héros sont fatigués », qui a fait beaucoup parler d'elle. Et donc, on a proposé de venir en causer avec nous. Alors, petite présentation d'abord. Laurent Chemla, un des premiers pirates informatiques recensés dans les annales de l'histoire de France. C'était dans les années 80, piratage supposé de Minitel. Il n'y avait pas de loi contre le piratage, donc tu as été accusé de vol d'électricité. Finalement, les charges ont été abandonnées. Tu as créé plusieurs entreprises informatiques, dont Gandhi, qui est le principal entreprise où on peut réserver des noms de domaine, écrit un livre à la fin des années 90 qui s'appelle « Confession d'un voleur », où tu retraçais ton parcours, ta découverte d'Internet et ce pourquoi il y avait plein de gens qui ne comprenaient rien à Internet et ce pourquoi c'était important aussi de défendre les libertés. Et tout à l'heure, tu me disais que tu es un ancien informaticien en train de te reconvertir en pâtissier, parce que tu aimes beaucoup faire des macarons. Et ton dernier projet, suite aux révélations Snowden, tu as relancé un vieux projet qui s'appelle Calliope, qui est un projet de messagerie Internet sécurisée. Voilà. J'ai oublié quelque chose? Non, c'est impressionnant. Eric Walter, haut fonctionnaire, qui a tâté un peu de l'opéra quand il avait une vingtaine d'années, qu'ensuite a eu un parcours qui était un des responsables Internet de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, campagne électorale, qui ensuite est passé par le cabinet de Ramayad, aux droits de l'homme, et qui, depuis quelques années, est secrétaire général de la Hadopi. C'était un peu raccourci, mais en gros, c'est... Qu'est-ce que j'ai oublié de... Oh, rien. Et Marc Ress, salut Marc, rédacteur chef adjoint de Next Impact, qui est en duplex avec nous. Eh ben voilà, ça commence bien. L'Internet, les héros sont fatigués. Donc, je prends le début de votre tribune libre. C'est la fin de l'utopie numérique, la mort de l'Internet collaboratif, le déclin du village global au profit des mégacorps planétaires. Notre mai 68 numérique est devenu un grille-pain fasciste. N'en jetez plus, la coupe est pleine. L'hypercentralisation des géants du web est irrémédiable. C'est foutu, c'est trop tard, on va tous mourir. Dans ce que je viens de citer, il y a certains propos qui ne sont pas de vous, mais que vous reprenez. Parce que si j'ai bien compris, votre tribune libre, elle est née du fait que vous avez lu un certain nombre d'articles sur Internet où les gens, grosso modo, témoignaient de leur gueule de bois numérique. C'est un peu ça? Elle est née d'un poulet, d'abord. D'un poulet? Non, elle est née d'une discussion qu'on avait eue ensemble. Un soir, on a dîné ensemble et on s'était retrouvés finalement sur l'idée, si je simplifie et Laurent complétera, de ne pas passer son temps à émettre des discours anxiogènes sur Internet pour essayer au contraire de voir tout ce que le réseau pouvait avoir de positif dans l'impact sociétal global qu'on voit se développer depuis 10-15 ans, etc. Et en sortant de là, ça nous a donné l'idée de se dire, tiens, et au fait, si on écrivait quelque chose sur l'utopie d'Internet. Au début, j'avais failli publier sur mon blog, puis après je me suis dit non, c'est enfantin. Au début, on est resté bien une semaine, 10 jours à se dire bon, c'est bien joli, l'utopie Internet, on écrit quoi? Et c'est à ce moment-là qu'effectivement sont tombées un peu toutes ces tribunes. Qui datent depuis octobre dernier, on va dire, on a commencé à avoir une accumulation. Il y a 4-5 tribunes. Exactement, et qui disaient toutes la même chose, c'est la catastrophe, on ne contrôle plus rien. Google et Facebook dominent le monde, la NSA nous a tous piratés. Et là je paraphrase parce que ça, c'était de la plume de Laurent, mais on va tous mourir, quoi. C'est fini, Internet est fichu, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour bloquer cette espèce d'expansion catastrophique des GAFA et que sais-je, on est mort. Alors, vous écrivez aussi que vous rappelez qu'Internet était né dans les 30 Glorieuses, il n'y avait pas de problème d'électricité à l'époque, c'était la croissance, les gens faisaient des manifestations pacifistes contre la guerre au Vietnam, c'était la naissance du journal Libération, mais qu'aujourd'hui, les guerres, ça fait plus vraiment de manifestations dans les rues, c'est la crise depuis les années 70, il y a de moins en moins d'électricité, on ne sait pas comment on va faire avec les métaux rares pour faire des ordinateurs portables et des ordinateurs tout court, et le journal Libération n'est plus tout à fait aussi joyeux que ça l'était. Laurent? C'est mon tour. Non mais on est en période de crise, voilà, depuis longtemps maintenant. Ça date pas des 15 dernières années. En période de crise, les gens n'ont pas le moral. C'est un peu normal, et c'est donc un peu normal d'avoir un certain nombre de tribunes qui effectivement vous rappellent que tout va mal, et qu'on va tous mourir. À un moment donné, j'ai eu envie de rappeler quand même que s'il y a un acquis des 30 Glorieuses qui est resté, en tout cas qui a donné des résultats que moi je trouve intéressants et importants, c'est Internet justement. Et que simplement passer son temps à dire
on a tout raté, tout va mal, c'est foutu, c'est juste faux. Et qu'il faut dire pourquoi. Dans la tribune, justement, vous dites que la censure turque de YouTube et Twitter est tombée en l'espace de quelques jours parce qu'il y a des gens qui ont expliqué comment contourner la censure, que chaque fois qu'il y a une censure sur Internet, avec l'effet Streisand, en fait, ça duplique le contenu qui devait être censuré, se retrouve dupliqué un petit peu partout, qu'on n'a jamais eu autant de richesse culturelle et informationnelle à portée de la main, jamais eu autant de contenu, qu'il y a énormément d'artistes et de personnalités qui se sont fait connaître uniquement parce qu'il y avait Internet, ou essentiellement parce qu'il y avait Internet, et que donc le monde n'est pas si noir que ça. C'est pas que le monde n'est pas noir, c'est qu'Internet a changé résolument non seulement la société, mais je pense qu'on est au-delà d'un tournant historique, on est vraiment dans un changement d'air au sens d'un changement d'air entre enfin, j'ai pas beaucoup dormi, hein, ça se sent là. Entre l'ère industrielle et... Non, bien au-delà de ça, c'est pour moi, c'est du niveau des tribus qui savaient fabriquer un marteau en pierre aux tribus qui savaient d'un seul coup forger le métal. Et là, on est entre deux mondes, entre un monde de gens qui n'apprendront jamais à utiliser Internet et à vivre dans ce nouveau monde où effectivement tout le monde a une liberté de parole et où un certain nombre d'intermédiaires disparaissent et où la censure devient quasiment impossible et où le contrôle des États sur les individus devient aussi très compliqué parce que les individus se mettent aussi à contrôler les États, tout un tas de choses comme ça, qui sont les tribus qui savaient parfaitement travailler la pierre, et puis toute une nouvelle génération qui débarque et qui, elle, a appris dès le berceau à forger le métal et qui se débat là-dedans comme un poisson dans son bocal. Ils sont très heureux, ils arrivent parfaitement à comprendre tout ça, ils l'ont maîtrisé, et pour eux, il n'y a rien de négatif là-dedans. Donc voilà, on est à cette période... Mais d'où il viendrait, parce que c'est pas seulement là que la crise, elle existe depuis les années 70, donc le web est apparu au début des années 90, Internet c'était les années 80, c'est lié à Snowden, c'est lié à la montée en puissance de Google, vous l'attribuez à quoi ? Moi, je pense que s'il y a un ensemble de choses, Snowden, la montée en puissance de Google, le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a encore, WikiLeaks, etc., le Big Data, tout ça sont des chocs en fait. Et je vois ça comme des chocs, des coups de butoir sur la société de plus en plus forts. Et je pense que, c'est là que je rejoins aussi ce que disait Laurent à l'instant, quand on ne connaît pas, on a peur. Et en fait, quand on ne connaît pas, plus exactement, on a face à l'inconnu, on a deux postures possibles. Soit on a peur, soit au contraire, on plonge dans l'inconnu. Et pour l'instant, globalement, l'impression même personnelle que j'ai, c'est que les gens ont majoritairement peur. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est effectivement en crise économique, ou est-ce que c'est justement parce qu'on continue à avoir peur qu'on s'enlise dans la crise économique? J'en sais rien. Mais en tout état de cause, il y a une espèce de grande peur. Alors j'ai cherché quand on préparait l'article ensemble si on pouvait s'appuyer de façon sérieuse sur la grande peur des années 1000, je crois de mémoire, ou en fait non, parce qu'il paraît qu'elle n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de référence à la grande peur. Mais ça donne vraiment cette impression. C'est devenu tellement généralisé, tellement massif, que plutôt que de laisser venir parfois et de voir les effets a posteriori et de se poser des questions a posteriori sur les ajustements des effets, on s'est dit, oh là là, non, surtout pas, il faut qu'on bloque. Et donc, c'est pas que Snowden, mais c'est cet ensemble d'enchaînements d'événements qui, une fois de plus, et là j'insiste, touchent des pans sociétaux de plus en plus importants. La culture dès l'affaire Napster, j'en sais quelque chose. Napster, on va rappeler, c'était un site web et un logiciel créé par un adolescent de 16 ans, irlandais si mes souvenirs sont bons. Oui, je crois bien, Shaw Fanning. Voilà, qui permettait de faire du peer-to-peer, à savoir d'échanger des fichiers de mon ordinateur à votre ordinateur, à l'ordinateur de tous les gens qui utilisaient ce logiciel. Ça a fait très peur à l'industrie du disque, et l'industrie du disque, au lieu d'essayer de voir en quelle mesure elle pouvait composer avec ce nouveau logiciel et le peer-to-peer, a décidé de taper dessus, de faire un procès, et donc résultat, Napster est mort, mais il y a plein de nouveaux Napster FS Streisand, il y a plein de nouveaux Napster, de clones de Napster, de systèmes de peer-to-peer qui ont fait florès et qui ont fait que l'industrie du disque n'a pas plus du tout contrôlé le peer-to-peer qui s'est répandu un petit peu partout. Au-delà, je mettrai quelques réserves sur le contrôle de l'industrie du disque, non, mais on peut dire que le téléchargement illicite en peer-to-peer est maintenant relativement contrôlé, mais ça ne tient pas uniquement à des actions dont l'Adopi est une partie. D'ailleurs, ça tient aussi au fait qu'il y a une offre légale très riche qui s'est développée et qui rejoint les attentes des utilisateurs, blablabla. Sans trop, il rigole, sans trop rentrer là-dedans, pour l'instant,
j'entends bien. Sans trop rentrer là-dedans, après l'industrie, après le Napster, donc le choc sur la culture, il y a on a le choc sur la diplomatie avec le Wikileaks, c'est quand même majeur, parce que s'il y a bien quelque chose qui généralement est confidentiel, ce sont tous les échanges diplomatiques. On a le choc sur la monnaie avec Bitcoin, c'est pas terminé. On a un choc sur les démocraties avec les révolutions arabes. On a un choc sur la défense avec Snowden. Donc en essayant d'imager un petit peu, ça me donne vraiment l'impression de quelque chose qui grandit. Et donc il y a de plus en plus de gens qui ont peur et qui ne connaissent pas. C'est Nicolas Collin qu'on recevait il n'y a pas très récemment, il y a pas très longtemps, qui parlait de la stratégie des barbares. Et que justement, tous ceux que vous avez mentionnés ont une stratégie de barbares. Ils arrivent, ils cassent, et en face, on a des citadelles qui essayent de se protéger, mais qui n'ont pas du tout les mêmes armes que les barbares. Et Nicolas Collin dit non, il faut qu'on adopte la stratégie des barbares, parce que sinon, on va se faire manger par d'autres barbares. Je le rejoins complètement là-dessus. Je pense justement que la citadelle, c'est la pire des solutions, parce que c'est celle qui nous amène à la famine, en fait, d'une certaine substance. Et qu'au contraire, et là aussi, on retrouve, c'est Laurent qui avait évoqué ça dans la tribune. Il a écrit beaucoup de choses dans la tribune. Quand il parle d'un espace infini de l'innovation, en réalité, rien n'empêche de prendre de la place sur Internet, puisque l'espace est par définition infini. Simplement, il faut y aller, il faut plonger, et pour plonger, il ne faut pas avoir la trouille. Oui, parce que alors, vous ne faites pas qu'un constat d'échec, vous parlez aussi des choses qui marchent, et vous appelez notamment à l'innovation institutionnelle, pour faire face à l'innovation sociale. C'est quoi l'innovation institutionnelle? Eh bien, justement. C'est les barbares? Mais pas seulement. Bon, d'abord, c'était pas évident d'écrire un billet avec Eric. Pourquoi? Parce que Adopi, que c'est l'ennemi et que. Alors, je précise par ailleurs, Laurent Chemla, tu es rentré récemment au conseil d'administration de la Quadrature du Net. Oui, mais pas seulement. J'ai participé. Défenseur des libertés de longue date sur Internet. Oh non, mais simplement pour parler d'Adopi, j'étais un des auteurs du livre La bataille d'Adopi. Donc c'est un vieux combat. On est quand même quelque chose. On est contre. Oui, on est des vieux ennemis, donc c'est pas évident. Il s'est trouvé que justement sur ces questions institutionnelles, Eric a publié un billet auquel j'ai réagi en lui citant une phrase de CIS, en la développant un petit peu. C'était quoi la phrase? C'est de mémoire. En gros, CIS, c'est la. L'abbé CIS, c'était un des grands révolutionnaires en 1789. D'accord. C'est une de ses phrases les plus connues qui dit la France ne ferait être une démocratie. Si on la coupe là, elle est drôle, mais sans intérêt. Mais CIS développe cette phrase en expliquant que parce qu'on ne saurait envoyer à Paris la totalité de la population de 26 millions, je crois, à l'époque, pour qu'elle puisse prendre des décisions. Et donc, on a besoin de représentants. Typiquement, là, aujourd'hui, c'est un problème qui n'existe plus. On est en train de dire les départements n'avaient pour raison d'être que de pouvoir se déplacer à l'intérieur d'une journée à cheval. C'est un peu la même chose si on considère la représentation nationale. Elle n'a de raison d'être que parce que la population, en tout cas, elle n'avait de raison d'être pour la BCIS, que parce que la population n'avait aucun moyen de se réunir et de prendre des décisions en commun. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a ces moyens-là. Peut-être pas tout à fait développés, mais on imagine assez bien des moyens de communication avec Internet qui permettraient, pourquoi pas, des espèces de référendums. On parle de plus en plus d'open government. On a vu des projets de loi qui se mettent en place sur des wikis où les citoyens sont appelés à contribuer à l'élaboration du projet de loi. On pourrait imaginer, et nombreux sont ceux qui le font, de dire pourquoi pas continuer de conserver des représentants qui sont des spécialistes dont c'est le boulot de rédiger des lois, mais plutôt que d'avoir deux chambres qui font à peu près la même chose, faire du Sénat une chambre de citoyens. On peut tout imaginer, c'est là qu'est l'innovation. D'accord. Plutôt que faire un constat d'échec par rapport à la citadelle, essayons d'innover, d'imaginer d'autres façons de procéder. Avec Internet ou... En matière institutionnelle, si je rajoute la couche de mon expérience, je crois qu'au-delà du point sur lequel on se retrouve tout à fait avec Laurent, qui est qu'Internet ouvre la voie clairement de nouvelles possibilités d'exercice démocratique. Personne ne sait lesquelles, parce que c'est pas si simple que ça. Et il y a cette espèce de paradoxe où quand on est dans l'interconnexion mondiale, puisque c'est ça Internet, en réalité, ça nous renvoie à des micro-communautés locales. Donc c'est assez amusant.
pour des simples questions d'identification, de connaissance, de fonctionnement de groupe, etc. etc. Bref. Je crois aujourd'hui, ça fait quoi, 10 ans que je suis un peu observateur et acteur dans le domaine institutionnel sur les questions Internet, qu'on est loin en France, et je n'ai pas d'exemple dans d'autres pays, d'avoir fait notre révolution numérique. En d'autres termes, je vous cite un exemple, au lieu de saupoudrer un bout de loi qui concerne Internet dans la loi machin, la loi truc, la loi ceci, la loi cela, d'avoir un tronc commun qui a à l'esprit ce que c'est que le réseau et ce qu'il faut préserver sur le réseau avant, une fois de plus, de chercher par un sparadrap à corriger tel ou tel défaut. Et ça s'appelle l'innovation de fonctionnement. Vous écrivez que l'histoire récente n'a pas manqué de législation nationale sur Internet, beaucoup pour protéger, alors c'est bizarre, protéger, j'ai l'impression beaucoup pour sévir, j'avais l'impression, peu pour préserver les principes tels que la neutralité d'Internet, et encore moins pour garantir les droits fondamentaux. Et ça, je sais que c'est un combat de longue date sur le fait de garantir la liberté d'expression. Oui. Alors, protéger, c'est effectivement, le mot est... C'est une réaction. On est vraiment dans la définition de l'acte réactionnaire. C'est empêcher l'évolution, empêcher... Oui. Protéger l'existant, protéger la citadelle et empêcher que les barbares puissent venir. Enfin, les barbares, que Internet puisse changer la donne. Oui, mais explicitement, comme Montebourg dit explicitement, il faut ralentir l'innovation pour protéger les anciens métiers, c'est que, voilà... alors... Les 15 minutes de retard pour les taxis et les VTC. Oui, mais moi, cette phrase me semble être tellement à l'opposé de tout ce qu'il faut faire pour, justement, non, au contraire. Au contraire, non, mais ne pas bloquer l'innovation. Et bien sûr que des métiers vont disparaître, tant pis, c'est dur. Oui, bien sûr, c'est dur. Et effectivement, les moines copistes ont perdu leur boulot. Quand on a inventé l'imprimerie, ça s'est pas fait sans violence. Et y compris des violences sociales. Tout ça est difficile et il faut le gérer. Mais il faut le gérer. Il ne faut pas refuser de le voir et dire empêchons-le. Ça n'arrivera pas. On n'a jamais empêché une innovation d'arriver. On n'a jamais empêché une évolution en réalité. Et en protection, je complète aussi avec la dimension protection. Alors après qu'on juge légitime ou illégitime, c'est un autre débat. Mais il y a dans l'esprit de beaucoup de personnes des questions comme la protection de l'enfance. J'en sais quelque chose, la protection des droits d'auteur et du droit de propriété intellectuelle, la protection contre les abus de données personnelles, etc., etc. Il y a bien deux dimensions. Il y a protéger des métiers, effectivement, qui sont en train de disparaître, mais il y a aussi protéger des publics. Les deux sujets posent de vraies questions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rester au statu quo, c'est clair, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille dupliquer tous les dispositifs qui existaient avant sur Internet, ne serait-ce que parce qu'on a une chance sur deux que ça ne fonctionne pas. À propos de protection et de violence, pour prendre les deux maîtres mots de ce que vous venez de dire, ce qui était assez intéressant à voir, c'est que sur les réseaux sociaux, dans la foulée... Alors d'abord, la tribune, donc c'était sur Libération papier, donc sur libération.fr, le site web de Libération, c'était contenu protégé, donc on a commencé à vous rentrer dans l'art parce que les internautes qui n'étaient pas abonnés à Libé ne pouvaient pas lire. Laurent a mis sur Pastebin, qui est un endroit où on peut coller des textes. Vous l'avez mis sur votre site web, une capture d'écran de Libération, et finalement, écran annoncé, cadeau, on vous l'ouvre pour que tout le monde puisse l'ouvrir, puisse lire la tribune. Quand les gens ont commencé à lire la tribune, un certain nombre vous ont félicité, mais tous les deux, vous êtes quand même fait rentrer dans l'art aussi. Oui, un peu. Par des ayants droit, Martin Regard qui vous est rentré dans l'art, par des gens proches de la Quadrature qui sont rentrés dans l'art de Laurent. Ouais. C'est... Il y a eu un vrai divorce lors de la création de la Hadopi entre la communauté que je représente, j'espère un peu, des hackers et la représentation nationale, la façon dont cette loi a été votée. Alors juste pour préciser les hackers, pour ceux qui débarquent dans le 14h42, un hacker n'est pas un méchant terroriste, crypto, pédophile, nazi. Un hacker, c'est quelqu'un qui face à un problème, essaie de trouver une solution et qui va constamment essayer de trouver la solution jusqu'à la trouver. C'est un bidouilleur, quelqu'un qui cherche. Donc ce divorce, évidemment, a persisté, non plus contre la représentation nationale qui avait entre-temps changé, mais contre la Hadopi elle-même, qui est devenue l'ennemi, le fer de lance de tout ce contre quoi on se bat, justement, de dire non, cette idée d'aller protéger une industrie qui est incapable d'évoluer par ailleurs en institut... Bon, je ne vais pas trop rentrer dans l'art d'Éric, en institutionnalisant le spam... payé par de l'argent public, voilà, un truc de fou, quoi. Clairement, c'est justement contre quoi je me bats en appelant justement plus d'innovation, quelque part. Donc bon, c'est ce divorce. Depuis ce divorce-là, c'est
voilà, des gens qui ne se parlent pas. On ne peut pas se parler. Si on se parle, quelque part, on trahit. C'est Oliver Magoun, qui est l'ancien porte-parole du Chaos Computer Club allemand, qui est la plus grosse organisation de hackers en Allemagne, qui dit les gens qui se parlent ne se tirent pas dessus. Oui, mais là... Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous vous êtes parlé, justement? Là, j'ai vraiment ressenti ça comme... mes parents ont divorcé, et d'un seul coup, alors que je vis avec mon papa, il a parlé à ma maman, qui est devenue l'ennemie depuis longtemps. Et c'est pas bien, du coup, j'en veux à mon papa. Je l'ai vraiment ressenti comme ça, parce qu'on m'a pas du tout, en tout cas moi, attaqué sur le fond. On m'a juste attaqué sur le fait d'avoir osé publier quelque chose avec le représentant de la Hadopi. Que pourtant j'ai signé avec un très long stylo. Mais quand on dîne avec le diable, on utilise une très longue cuillère. Là, on avait Internet entre tous les deux. Voilà, quoi, j'ai fait attention à ne pas aborder les sujets qui fâchent. On a trouvé un thème où on avait des choses à dire en commun, justement. Voilà, le fond me paraissait plus important que la forme, et la forme était utile pour justement attirer l'attention sur le fond, quelque part. Le fait de publier quelque chose, nous deux, c'est ça qui a attiré l'attention sur ce billet. Oui. Voilà. Donc c'était une espèce de communication sur quelque chose, sur un fond qui me semblait intéressant et important. Marc? Oui. Oui, tu voulais intervenir. Oui, autant je comprends j'ai lu cette tribune, autant je comprends les positions de Laurent Chemla, autant Eric Walter, j'ai un peu de mal à entendre un membre de l'Hadopi dénoncer cette surrégulation. Aujourd'hui, quand vous habillez de blanc pour vous étonner que certains veuillent réguler les principaux intermédiaires, notamment, il faut aussi comprendre que le mécanisme de la riposte graduée a lui-même contribué en France pour partie à leur essor, en poussant les échanges vers ces systèmes centralisés. Et quand dans votre tribune vous dénoncez la surrégulation, je me demande si est-ce que vous pouvez pas aussi vous en prendre à vous-même d'une certaine manière, puisque alors que vous publiez dans Libération cette jolie tribune qui est séduisante, qui est belle, qui est plein de belles images, en coulisses, au sein de la Hadopi, rue de Texel à Paris, vous aidiez Myriam Bercareta à élaborer un rapport qui va permettre de mettre à terre différents sites, aussi bien commerciaux que non marchands. Et ces propositions sont dans la stricte lignée du rapport Lescure, qui propose de confier ces armes au CSA. Du coup, je ne comprends plus rien à vos positions. Pierre Lescure, qui avait eu mandat de faire un rapport sur l'évolution de la Hadopi et du droit, et qui proposait effectivement que les missions de la Hadopi soient confiées au CSA. Donc du coup, je me demande, c'est qui qu'on doit écouter? C'est le Eric Walter qui intervient à la Hadopi pour essayer d'accentuer la responsabilité des intermédiaires techniques? Ou est-ce que c'est le Walter Eric qui écrit dans Libération, qui demande visiblement une sous-régulation, un petit peu un frein dans cette débauche législative? Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est une tribune que vous avez signée en tant que secrétaire général de la Hadopi, d'ailleurs. Enfin, c'est comme ça qu'elle apparaît de... secrétaire général de l'Hadopi. Toute tribune est signée personnellement, dans la mesure où je m'exprime. C'est pas l'Hadopi qui s'exprime, c'est Eric Walter, est secrétaire général de l'Hadopi, qui s'exprime. Mais c'est pas l'institution qui s'exprime, ça, bien entendu. Mais j'ai envie de dire les deux, Marc, tout simplement parce que la tribune n'est que le reflet, sans jeu de mots vis-à-vis de quelques autres médias concurrents, à ceux-ci, des positions que j'ai en interne. C'est embêtant quand je parle à Marc, je ne sais pas s'il vaut mieux que je regarde par là quand même. En d'autres termes, ma posture ou ma position qui consiste à plaider pour un ralentissement de la régulation, partant du principe qu'il y a un peu un paradoxe entre la vitesse avec laquelle Internet modifie un certain nombre de choses et la lenteur avec laquelle on a besoin de légiférer pour avoir le temps justement de comprendre cette vitesse. C'est exactement la même position que j'ai en interne. Ensuite, que je l'exprime en interne, c'est clair. Qu'elle soit suivie ou non par, dans le cas d'espèce que vous citez, Myriam Bercareta, est-qualité, elle rapporteuse pour la ministre de la Culture. Au passage, quand elle me remercie d'avoir mis les services à disposition, mais peu importe. Il n'en reste pas moins qu'on discute, effectivement, etc. etc. Je veux dire, par là, c'est bien la même personne qui parle. Parfois, je suis écouté, parfois, je ne suis pas écouté, mais in fine, c'est bien la même personne qui parle. Et je ne plaide pas définitivement. Là, c'est Eric Walter, la personne qui aujourd'hui est secrétaire général de l'Hadopi, demain sera peut-être au chômage et hier était sur d'autres sujets. Je n'ai jamais plaidé, je continuerai de moins en moins, pour une accumulation de régulations qui me paraissent, la plupart du temps, des pansements, ou des scotch de capitaine Haddock, mais des pansements plus sur des jambes de bois. Je suis désolé, mais j'ai en mémoire différents rapports de la Hadopi
où justement vous préconisez différents patchs législatifs, je pense notamment ici au label. Enfin, chaque année, vous n'arrêtez pas de solliciter comme ça des patchs législatifs, et donc il y a un brouillage total et qui est pas innocent à mon avis de vos messages, de votre posture. Autant je répète là encore, autant pour Laurent Chemla, c'est linéaire. Pour vous, on part à droite, on part à gauche. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup, on a l'impression d'avoir le représentant de Marie-Françoise Maret qui est président de la DEPI qui s'exprime, voire d'autres fois, on a l'impression que vous êtes atteint par le virus Jérémy Zimmerman. Ex-porte-parole de la Quadrature du Net. Ouais. Non, je sais pas, là aussi, je suis pas vraiment d'accord avec vous. Enfin, je reconnais bien un peu la teneur et la tonalité des discussions qu'on a ensemble. Je ne suis pas l'institution. Mais au sein de l'institution, c'est un peu facile. Enfin, non, mais laissez-moi terminer au moins. Au sein de l'institution, j'ai la chance. Il y a plusieurs courants, il y a différents. Non, c'est pas qu'il y a plusieurs courants. Au sein de l'institution, en tant que secrétaire général, je mets en œuvre ce qui a été décidé. Et j'ai la chance d'avoir deux présidentes, Maret et Humbert Carretta, qui me laissent en interne m'exprimer totalement librement, et en externe aussi, que ce soit sur Twitter ou que ce soit au travers de tribunes. Bon, c'est comme ça. Ou sur des blogs, sur le mien perso. Mais sur le mien perso, j'évite généralement de parler d'Adopi, au cas où vous n'avez pas remarqué. Maintenant, le fait que l'institution, dans sa forme collégiale, décide qu'il faudrait renforcer telle chose ou telle chose, c'est pas Éric Walter tout seul, c'est pas Éric Walter tout court. D'accord, j'entends bien. Ne m'amalgamez pas avec l'institution, quoi, c'est tout. Mais j'entends bien, mais pour moi, c'est une facilité intellectuelle. Vous pouvez pas vous dire, non, là c'est Éric qui parle, parce que si vous avez eu accès à cette tribune, vous n'avez, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, vous n'avez pas le même passé que Laurent Chemla. Si vous avez eu accès à cette tribune-là, c'est aussi parce que vous êtes secrétaire général de l'Adopi. Il ne faut pas se leurrer. Et je trouve que c'est un peu facile de dire qu'on s'exprime à titre personnel quand on est secrétaire général d'une autorité publique indépendante. Enfin, c'est pas possible. Si, c'est comme possible. si on voyait Isabelle Falperrotin, président de la CNIL, nous dire du jour au lendemain, il faut lutter contre la surrégulation, je sais pas moi, la protection des données personnelles. Mais je m'exprime à titre personnel. Enfin, c'est juste je dis pas je m'exprime à titre personnel, je dis j'exprime personnellement les choses que j'exprime en interne, d'une part, et que d'autre part, c'est pas facile. Marc, je suis pas d'accord avec vous. Quand un tribune sur le mariage pour tous a été publié, ils en avaient rien à faire que je sois secrétaire général de l'Adopi à l'IB, c'était aussi dans une page rebond. Vous avez pris position pour le mariage pour tous. Oui, mais c'est pas parce que j'étais secrétaire général de l'Adopi qu'ils le prennent. On leur a envoyé, au début c'était plutôt Écran qui devait le prendre, et je crois qu'ils l'ont transmis aux équipes rebond, le texte les intéresse, le symbole, et là je rejoins tout à fait ce qu'avait dit Laurent, il y a effectivement un moment où il faut arrêter de se taper sur la gueule, de se faire des procès d'intention, de se regarder en chien de faïence, de s'envoyer des anathèmes à la figure et parler, même pour savoir si on n'est pas d'accord, mais au moins avoir la possibilité de parler. Et ben, c'est ça aussi qu'elle dit cette tribune, ça les a intéressés, ok, ça c'est ce que je dis aussi en interne de l'Adopi, je me sens pas du tout avec une double casquette. Je me sens simplement en train d'exprimer publiquement le travail qu'on fait en interne à l'Adopi, au-delà du simple fait d'être une machine à spam, comme ça a été dit à ma gauche, depuis 4 ans, qui est un travail qui consiste à essayer de comprendre comment ça se passe sur Internet et comment on peut, sur ce sujet, éventuellement trouver d'autres solutions. Alors après qu'on tâtonne, c'est possible, que les gens changent d'avis, c'est possible. Moi, il y a 5 ans, quand on a commencé à se connaître, ou même plus, à l'époque de la campagne, c'est plus que 5 ans préciséelle en 2007, j'étais convaincu... Quand vous étiez responsable Internet de Nicolas Sarkozy. Un des responsables, il y en avait beaucoup, mais enfin, bon, quand j'étais effectivement auprès de Nicolas Sarkozy, enfin, dans l'équipe de campagne, j'étais convaincu, et Jean-Marc, vous venez d'en parler un petit peu, que Internet était un danger pour la démocratie. Maintenant, j'ai complètement changé d'avis, je pense le contraire. Vous étiez persuadé que c'est pas un danger? Comment c'est un danger pour la démocratie? Parce que je pensais que Internet allait atteindre la démocratie représentative et que atteindre la démocratie représentative, c'était dangereux. Donc j'étais bien dans cette logique. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le fait de dire que c'est pas forcément un danger, mais peut-être plus une opportunité, si j'en crois la tribune? Non, vous pouvez en croire, puis c'est un peu. Il y a la réponse sur mon blog où j'ai fait un billet d'humeur où j'ai dit que je voterai plus. Ce qui m'a fait basculer, pour l'instant, c'est justement le double balancier, enfin, le double effet, d'une part, d'un vrai phénomène de lassitude par rapport à la dégradation de la parole politique, quelle qu'elle soit. Alors ça, quel que soit le courant, je m'en fiche complètement. Je trouve qu'il y a une unité dans la médiocrité générale. Il y a des cas particuliers, qu'on soit clair, mais enfin, si ça se résume à je vais faire un procès à machin parce qu'il a dit que j'étais pas jolie, il y a des moments où ça devient un petit peu fatigant. Donc d'une part, cette fatigue-là, et d'autre part, le fait qu'il est peut-être possible, et justement ça c'est un peu les discussions auxquelles faisait référence Laurent, les discussions avec CIS, des discussions que j'ai eues avec d'autres personnes, il est peut-être possible d'inventer des systèmes différents qui permettent le même résultat, c'est-à-dire un équilibre. Oui.
Je veux dire, par là, on peut changer d'avis. Bon, d'accord, oui, c'est très bien, mais justement en 2012, c'était un petit peu hier, même si en temps internet ça remonte à longtemps. Mais en 2012, par exemple, au club du millénaire, j'ai retrouvé une interview de vous où on vous interrogeait sur la licence globale. Et là, pareillement, vous répondiez On va expliquer ce que c'est que la licence globale. La licence globale, c'est l'idée de rajouter un prix forfaitaire à l'abonnement sur Internet qui serait ensuite reversé aux sociétés de perception des droits d'auteur pour permettre aux gens en contrepartie de pouvoir télécharger. Ouais, et votre réponse était: la fonction que j'occupe m'interdit de vous répondre, je ne peux pas m'immiscer dans le débat politique, etc. etc. Donc, je trouve que vous avez effectivement varié et changé là-dessus. Alors, il s'avère que ça correspond sur le calendrier aux menaces qui planent sur la Hadopi, à savoir le transfert intégral de ses compétences de la Hadopi au CSA, et c'est tout. Et je trouve ça, je trouve ça un peu facile comme explication et trop visible aussi, trop visible. C'est-à-dire que le problème, c'est que, sans aucune agressivité de ma part, vous êtes tellement dans le procès d'intention que je ne pourrais rien faire pour vous convaincre du contraire. Hein. J'ai aucune possibilité de vous convaincre de ma bonne foi. Vous êtes persuadé que c'est pas le cas. J'y peux rien. Je vous connais depuis longtemps, c'est comme ça. Il se trouve que c'est pas le cas. Il se trouve qu'effectivement, depuis que je suis revenu de mon arrêt maladie l'année dernière, en parfait accord avec tout le monde au sein de l'Hadopi, j'ai repris une parole publique que j'avais eue au tout début de l'institution et que j'avais arrêtée pendant un temps pour plein de raisons, et puis parce que c'était pas le moment, et ainsi de suite. Donc oui, j'ai commencé à m'exprimer publiquement, oui, je suis rentré sur d'autres sujets, et oui, j'ai commencé à affirmer de plus en plus fermement un certain nombre de convictions que j'ai. Alors, vous y voyez, pardon Jean-Marc, vous y voyez un calcul politique, franchement, le calcul politique, il serait pas malin. Si je voulais préserver l'institution, la meilleure des choses que j'aurais à faire, c'est de fermer ma gueule. Hein. J'ai pas dit qu'il était malin, j'ai pas dit qu'il était malin. Bah non, faites-moi au moins crédit de pas être complètement stupide. Et par là, si c'était lié aux menaces que vous évoquez, Marc, la meilleure chose que j'aurais à faire, c'est de me faire tout petit. Bah vous le faites pas. Donc c'est bien la preuve que c'est pas lié aux menaces. Vous êtes exprimé plusieurs fois contre ce transfert-là. Non. Aussi bien vous que Marie-Françoise Maret, notamment au Sénat. Je veux dire, il faut pas se leurrer. Il y a une stratégie de com au sein de la Hadopi qui est claire et nette, et vous rentrez pile poil dans ces rails-là. Et moi, dans vos faits et gestes et vos propos, je retrouve systématiquement cette ligne-là. On reste vraiment sur cette lignée. C'est amusant parce que cette obsession de la stratégie de com, elle est phénoménale. C'est pas moi qui ai lancé un appel d'offres pour essayer de muscler la stratégie de communication de la Hadopi. C'était en 2010, je crois. Oui, si les agences nous avaient recommandé ce qu'on est en train de faire et ce dont on est en train de discuter, ça se saurait, vous savez. Non, mais c'est pas. Vous y voyez une stratégie de com, très bien. Je suis désolé que je vous dise, continuez à y avoir une stratégie de com, continuez à écrire en ce sens-là. Je respecte ce que vous écrivez, vous le savez très bien. Je dis et je redis, c'est totalement faux. Il y a des moments où, dans le cadre de n'importe quelle fonction, on peut s'exprimer et même essayer de mettre une petite dose de sincérité. Vous y voyez un calcul, bon. Bon, on va redonner aussi un peu la parole à Laurent quand même. Justement, j'ai une question pour Laurent. Laurent, tu as eu des échanges assez musclés avec des abonnés au fil de discussion de la Quadrature du Net. Et en conclusion de ces échanges, tu as anticipé les conclusions du rapport Mireia Bercareta. Et tu disais, ce rapport demandera sauf surprise la dépénalisation, voire la légalisation du non-marchand en échange d'une licence plus ou moins globale. Qu'est-ce qui te faisait dire ça exactement ? J'anticipais pas le rapport C'est un rapport qui a été rendu public la semaine dernière. 12 mai. J'anticipe une évolution de la Hadopi, pas le rapport que MIC, en tant que MIC, a rendu à... Mireia Bercareta. Que Mireia Bercareta a rendu à la demande de sa ministre de tutelle. En langage clair. Qui n'est pas un rapport de la Hadopi, qui est un rapport de Mireia Bercareta. Concrètement, comment vous signez tous les deux dans cette tribune, donc vous parlez d'innovation institutionnelle. On n'a pas le droit à entendre ce qui vient de se passer. Vous avez commencé à discuter justement de comment on pourrait pratiquer cette innovation institutionnelle sur la Hadopi et sur les problèmes posés. Sur ce point, d'abord... Est-ce que c'est un thème sur lequel vous n'êtes pas... Deux points. Il y a déjà un premier point qui, moi, me dérange un peu. Bon, je partage beaucoup d'opinions avec Marc, c'est pas neuf. Sur le fait qu'Éric Walter soit de mauvaise foi ou... Bon, il peut avoir les opinions qu'il veut, simplement en affirmant ce qu'il affirme. Il affirme aussi, et ça a été dit aussi dans les mailing lists de la Quadrature, que j'ai été instrumentalisé pour les besoins de la communication de la Hadopi. On ne peut pas dire l'un sans dire l'autre.
Voilà, bon. Enfin, pour le coup, j'ai pas soutenu ça. Ah, mais c'est-à-dire que si, quelque part, Marc, c'est ce que tu dis. Quand tu dis cette tribune fait partie de la communication de la Hadopi, à partir du moment où je la signe avec Eric, c'est qu'Eric m'instrumentalise, ou que la Hadopi m'instrumentalise. Il faut aller au bout du raisonnement. Certains l'ont fait. Tu vas au bout, tu es maître de ta liberté d'expression, tu es dénué de tout mandat, tu n'es pas haut fonctionnaire, tu n'es pas représentatif d'une institution. Tout ça n'empêche pas d'être instrumentalisé. Ça n'empêche absolument pas. Mais je le vois pas comme ça. Autant je le vois pas comme ça. Tes positions en plus elles sont constantes et linéaires. Donc oui, mais ça non plus n'empêche pas d'avoir été instrumentalisé. C'est ça qu'on m'a reproché, pas le fond, mais Et toi, tu réponds quoi? Je réponds d'abord que je ne suis pas aussi bête qu'on pourrait le penser, moi non plus, que d'autre part, et justement, c'est là où je voulais en venir, que discuter avec Eric Walter et pourquoi pas signer un papier avec lui, d'abord c'est agréable, parce que c'est toujours agréable de discuter avec quelqu'un qui a envie de parler et qui n'est pas retranché derrière des opinions dont il ne pourrait justement jamais varier. C'est pas si souvent. Et ensuite, ça permet effectivement, pourquoi pas, d'essayer d'anticiper l'évolution, si ce n'est celle qu'on souhaite, c'est clairement pas l'évolution que je souhaite, que je décris, j'en ai fait part à Eric, autant que j'en ai fait part à la Quadrature, de ce point de vue-là, j'ai été assez transparent. Je soupçonne, j'anticipe une évolution de la distribution culturelle pour être très large, qui conserverait une espèce de Hadopi, qui en parallèle créerait de nouvelles attributions pour le CSA, avec une séparation nette entre un processus d'offre légale labellisée, qui pourquoi pas pourrait être couplé avec une loi qui imposerait aux distributeurs un certain nombre d'obligations, par exemple de rendre, dès lors qu'ils rendraient un contenu public sur un site qui soit disponible pour les concurrents. Ça pourrait être une façon de créer une offre légale réelle, cette fois-ci, avec de la concurrence et surtout avec des contenus accessibles, quel que soit le site. Aujourd'hui, quand je veux voir un contenu, il faut que j'aille regarder chez la Hadopi ou alors que je me tape Google pour regarder, pour trouver quelle offre légale offre ce contenu-là. À un moment donné, je veux pouvoir m'abonner à une offre légale et qu'elle offre tous les contenus légaux. Quand même, c'est la moindre des choses pour le public. Bon, ça n'existe pas, ça pourrait exister si une loi comme ça existait. Le CSA serait chargé du respect de cette partie de... Parce que là, on en est où concrètement sur cette histoire de CSA Hadopi? On ne sait pas, il n'y a pas de calendrier. Pour terminer très rapidement, en parallèle à cette offre légale payante, on aurait une offre de partage non marchande, strictement non marchande, comme on essaie de le faire en ce moment, c'est-à-dire où il n'y a pas de bénéfice fait par la diffusion des biens d'autrui, et qui cette fois-ci serait contrôlée par l'Hadopi. Pourquoi pas? Ou un reste d'Hadopi qui dirait, voilà, effectivement, cette offre est non marchande, celle-ci est marchande, voilà. Ouais, Laurent, j'entends bien tout ce que tu me dis, mais moi ce que je constate ici, c'est que Myriam Bercareta, qui est présidente de la commission de protection des droits au sein de l'Hadopi, a justement mis en œuvre et développé tout un arsenal qui permet de taper aussi bien sur les sites marchands, c'est le titre de son rapport, mais également sur les sites non marchands. Et que de l'autre côté, la même Hadopi travaille sur un projet qui est complémentaire et qui revient à permettre que le partage se fasse sans taper sur les sites. Tant qu'à faire, si vous êtes analytique, Marc, soyez-le complètement. Il y a deux bras, et dans tous les cas, pardon de vous interrompre, dans tous les cas, le rapport de Myriam Bercareta, qui est rendu à la ministre de la Culture, on n'est pas dans la Hadopi, j'ai lu partout la Hadopi recommande, ça me fait juste hurler de rire. C'est pas grave, je vois les amalgames, c'est pas gênant et je comprends même d'où ça vient. Je reviens là-dessus. Si vous étudiez les données du PDF qui a été diffusé par Myriam Bercareta, on voit des membres de la Hadopi partout. Attendez, la lettre de mission le dit très clairement, mais c'est pas parce que la Hadopi a été mise à contribution en termes de personnel et d'effectifs pour participer à la rédaction du rapport que c'est un rapport de la Hadopi. Vous le savez très bien. Jouez pas sur les mots. Ça, vous le savez parfaitement. Donc, mais si vous jouez sur les mots, oui, mais non, mais ça n'a pas de sens. Si vous voulez, on a un sujet qui est quand même un sujet lourd.
qui est celui de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui face à Internet, qu'est-ce qui se passe sur Internet, comment les pouvoirs publics, qu'ils soient en France ou qu'ils soient à l'étranger, appréhendent la question Internet. Ce sujet, laissez-moi terminer, ce sujet me passionne, ce sujet, oui, mais il reste le temps qui reste. Ce sujet, je suis dessus comme d'autres personnes depuis très longtemps. Il s'est trouvé que justement, parce qu'on est des grands garçons et qu'au-delà de nos divergences, avec Laurent, on pouvait avoir des points communs, on a dit quelque chose, ramener tout ça à Adopi. Nous appelons le législateur à la plus grande prudence dans l'accumulation législative sur Internet, il est temps d'inventer. Oui. Et vous concluez en disant, même si elle est née aux États-Unis, l'utopie Internet ne se résumera jamais mieux que par la devise républicaine française, liberté, égalité, fraternité. Ouais. Ce pourquoi vous appelez à inventer des nouveaux possibles, des nouvelles façons de réguler Internet ou d'envisager Internet. Et surtout, cesser de ne voir ça, de ne voir que le côté négatif du truc et essayer au contraire. C'est quoi, c'est le coup du verre à moitié vide, à moitié plein? Mais c'est quelque chose comme ça, mais c'est aussi un cynisme qui fait que justement parce qu'on est en période de crise, il est plus facile de tout dépeindre en noir tout le temps, parce que les gens s'attendent à ça. Et justement, si on veut espérer en sortir de cette crise, je crois qu'il faut commencer à essayer de voir les bons côtés des choses de temps en temps. C'est peut-être mon côté optimiste qui veut ça, mais voilà. Bon. On s'est rejoint sur l'optimisme, parce que pour prendre en charge Adopi il y avait 4 ans, il fallait être optimiste. Bon, et vous êtes optimiste aujourd'hui? Je suis toujours optimiste. Toujours optimiste. Sur ce, je vous remercie. Merci Marc, merci Eric, merci Laurent. Si. Et quand même, finalement. Comment? C'était plus tendu que ce à quoi je m'attendais, mais c'est grâce à Marc. Sur ce, on se retrouve dans 15 jours. Merci, au revoir.